Yorana et Nakoto, bienvenue dans Manava, votre émission Info Service, les addictions. Ça peut contrôler une vie. Comment reprendre la main, notamment face à l'ice. Aujourd'hui, on va parler alcool, pacalolo, cigarette et bien sûr l'ice ou toute autre substance addictive avec nos invités d'un côté. Côté Romain Bourdancle, le chef du CPSA, le Centre de prévention et de soins des addictions Yorana. Yorana. Et de l'autre, nous avons donc deux témoins, Heimwana Lins, qui est parent d'une victime Yorana, et Charles Renvoyer, qui est à la fois témoin et référent de quartier Yorana. Yorana. On va commencer avec Toté Bourdancle, tout simplement. C'est quoi concrètement une addiction? Comment est-ce que ça fonctionne dans ce cerveau pour qu'on se dise j'en veux encore de telle ou telle substance? Vaste question. Alors l'addiction, c'est une maladie chronique du cerveau. C'est ma'i fa'atiti en tahitien, la maladie qui rend esclave. Et c'est souvent une rencontre malheureuse entre une substance, un individu et un environnement. On va consommer quelque chose qui va dérégler notre circuit de la récompense, sécréter plein de dopamine, bien plus que pour notre anniversaire, bien plus que pour un joli cadeau ou un bouquet de fleurs. Et du coup, on va demander encore plus, encore plus, encore plus. Alors juste pour être sûr que l'on parle de la même chose, c'est quoi la dopamine? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, deux grands types de neurotransmetteurs dans le cerveau. Tu vas d'abord avoir la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, quelque part. Quand on a plein de sérotonine, tout va bien. Quand on n'a pas du tout, on est très triste, déprimé. Et à côté de ça, tu as la dopamine. C'est le neurotransmetteur du plaisir. Donc, quand tu prends une bonne glace en bord de mer, tu as un peu de dopamine qui est sécrétée. Quand malheureusement tu consommes du paca ou de l'ice ou de l'alcool, tu as beaucoup, beaucoup de dopamine qui est sécrétée. Et notre corps va vouloir répéter encore ce plaisir, encore et encore. Mais ça a des conséquences désastreuses, à la fois au niveau psychologique et au niveau physique. Pourquoi est-ce qu'on a justement envie de prendre encore, encore, encore? En fait, ça va désensibiliser les neurones. Donc, tu t'imagines qu'on a des neurones dans le cerveau, que la dopamine passe de un neurone à un autre neurone, et quand il y a de trop grandes quantités, eh ben, ça va désensibiliser, un peu comme si on se frottait toujours très vite le bras. On va plus sentir le plaisir habituel, donc on va demander des doses supérieures pour avoir les mêmes effets. Quoi de mieux pour parler de prévention que d'avoir les témoignages de nos invités? On va commencer avec Heimwana. Toi, tu as vu et vécu la longue descente aux enfers de ton fils victime de l'ice. Tu peux nous raconter? Alors, avant qu'il tombe dans l'ice, parce que je ne savais pas qu'il était dans l'ice jusqu'à son décès, et avant cela, il est tombé comme tous les jeunes, hein, à travers les fêtes, les influences, les fréquentations, il est tombé dans l'addiction du cannabis. Rapproche-toi bien du micro, s'il te plaît, pour qu'on t'entende bien. Je t'écoute. Donc, il est tombé avant tout dans l'addiction au cannabis et il n'en est jamais ressorti. Mhm. Et 2, 3 ans après, il a été déclaré schizophrène parce qu'il entendait des voix. Et donc, là, je l'ai interné pour qu'il se fasse soigner. Et il a donc subi un traitement à vie. Donc, déjà, psychologiquement, il ne se sent pas comme les autres. Ensuite, on annonce qu'il sera sous traitement à vie parce que c'est une maladie irréversible. Et il devra vivre avec. Et donc, il n'arrivait plus à se concentrer. Il a lâché l'école. Il était en classe de terminale. Donc, il a pas pu se présenter à son examen. Il a abandonné l'école et il a bénéficié d'une aide sociale, le Cotorep, hein, que tout le monde connaît. Et donc, il est tombé dans l'oisiveté. Parce que gagner de l'argent sans travailler, sans rien faire, c'est un confort. Et il a pris goût. Et puis, avec sa maladie et son traitement, donc ça l'affaiblissait. Il travaillait beaucoup à la maison, mais les 2 dernières semaines du mois. Parce que au moment de sa piqûre, au début de mois, il était trop faible. Il passait son temps à se reposer, à dormir. Il ne pouvait pas travailler. Et donc, il vivait dans le mois, on va dire 2 semaines sur 4. Et donc, avec l'habitude, il a vécu une dizaine d'années comme ça, avec son addiction, avec son traitement et l'oisiveté. Et ça devenait lourd parce qu'il s'ennuyait beaucoup. Souvent, il me disait, c'est nul ma vie, je m'ennuie. Euh, et puis, en plus, je me suis rendu compte d'un changement de comportement les 9 derniers mois. À partir de là, tu commençais à te douter de quelque chose? Oui, et puis, bon, après, je me suis dit, c'est peut-être sa maladie, c'est peut-être parce qu'il prenait plus ses traitements, ouais, ou bien peut-être parce qu'il consommait beaucoup plus. Mhm. Parce que ça lui est arrivé avec l'argent qu'il recevait de l'aide, mais qu'il s'achetait de l'alcool aussi. Donc, il s'adonnait aussi à l'alcool dans sa chambre, il buvait tout seul. Et des fois, ben, il délirait, il était tout seul dans son délire. Et je me suis dit que c'est peut-être un tout qui fait que, ben, qu'il soit plus heureux.
Et même, il me disait souvent qu'il aimait plus sa vie, qu'il s'ennuyait. Il me parlait de mort, de suicide. J'ai alerté, mais on ne m'a pas entendu. Mhm. Et jusqu'au jour où il est passé à l'acte. Et là, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de comprendre. Et j'ai appris en fin de compte, qu'il était tombé dans l'ice. Dans l'ice. Mhm. Voilà. On va dire 9 mois avant. Parce que j'ai reçu le message qu'il ne dormait pas depuis 9 mois. Je vois qu'à côté de toi, Charles, ça te laisse pas indifférent. Tu as vécu Oui, justement toi aussi cette descente aux enfers. exact, exact, j'ai vécu ça, hein. Euh, Avant de consommer là, j'ai consommé longtemps le cannabis, hein. Mhm. Et à force d'être avec les amis, moi je vais pas accuser les amis, hein. C'est moi qui a été fait dans cet instant-là de toucher à l'ice, quoi. Mais une fois que tu touches à ça, eh ben, tu ne reviens plus en arrière, hein. Et puis, c'est comme ça est venue l'envie de consommer tout le temps de l'ice, tout ça, quoi. Voilà. Donc là, tu nous as parlé de l'origine finalement qui était tes amis. Et finalement, ça a été quoi ton déclic puisque par la suite, tu as arrêté cette consommation? Ben écoute, il a fallu que je me fasse embarquer par la DSP et tout ça. On avait retrouvé chez moi plus de 300 pieds de cannabis, tout ça. Mhm. Et puis, j'étais resté presque plus de 72 heures au cachot à la DSP. Et ce soir-là, vers 1 heure du matin, je ne vous cache pas que j'ai mis mes genoux à terre. Tu vois? Parce que c'était dingue. Je suis membre de cette église-là, qui est l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, hein. Mhm. Et j'étais tombé carrément dans l'addiction, tout ça. Mais ma petite famille, elle était forte dans cette église-là. Et tous les lundis, on fait ces soirées familiales. Et j'avais une de mes filles qui me disait, mais papa, je veux qu'on refasse notre soirée familiale, hein. Et il y aura les sœurs missionnaires qui viendront aussi à cette soirée-là. Mhm. Et j'ai dit à ma petite, mais ça va pas. Avec tout ce qu'il y a dans cette maison-là. Ah non, 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 non. Vous faites ailleurs votre soirée familiale, quoi. Et c'est au cachot que je me suis rendu compte que l'esprit était venu à travers ma fille me dit que arrête tout de suite ça. Les Mhm. flics vont débarquer à la maison, tout ça, quoi. Et c'est seulement là, je me suis souvenu ce que ma maman m'a toujours dit, hein, mon père, hein. Quand ça ne va vraiment pas dans ta vie, mets tes genoux à terre et puis demande à notre Père Céleste qui sera toujours là pour toi, hein. Mais je l'ai fait comme ça et puis j'ai dit, là, j'ai vraiment touché le fond, quoi. Tu vois? Mhm. Est-ce que Et ces profils finalement, Toté Bourdon, qu'on a pu entendre, ce sont des cas entre grandes guillemets classiques passés par une première addiction pour finalement augmenter les doses comme on l'a dit tout à l'heure et augmenter l'addiction? Oui, c'est assez classique, hein. Souvent, c'est les copains, souvent, c'est des cousins, souvent, c'est lors des fêtes. On va expérimenter la première fois la substance, et puis après, on va y prendre goût, et puis parfois, après, on va commencer à le consommer tout seul, puis après, on va commencer à s'isoler, et puis à consommer encore et encore. Et la déprime, quelque part, et le mal-être va alimenter encore plus la consommation, qui alimente elle-même le mal-être. Et c'est la descente aux enfers que vous décriviez, exact, hein. exact. Pour s'en sortir, oui, il y a Exact. des leviers là, le levier de la croyance, de la religion, de mettre le genou à terre, de demander de l'aide, hein, à quelque chose de supérieur, ça aide beaucoup de patients. Mm. Et comment est-ce qu'on fait finalement pour se rendre compte de la situation? Est-ce qu'on peut avoir un bilan? Est-ce qu'on peut avoir un bilan, c'est-à-dire un déclic ou Non, un bilan, je veux dire, de la situation aujourd'hui des addictions ou juste de la drogue, si on reste sur l'ice par exemple. Bien sûr, alors il y a régulièrement des études qui sont faites en Polynésie française. La consommation d'alcool, par exemple, augmente, Mhm. malheureusement. Pas de façon très, très significative, mais elle continue d'augmenter. Celle du tabac, tabac cigarette ou tabac à rouler diminue légèrement. En tout cas, le nombre d'importations diminue, mais les cigarettes électroniques et les cigarettes électroniques jetables augmentent. Donc, on a quand même de nombreux accros à la nicotine. Le PACA, on n'a pas beaucoup, beaucoup de chiffres, mais ça persiste et c'est très, très banalisé. Et puis, enfin, malheureusement, l'ice, la méthamphétamine, se répand sur le territoire de façon très importante. Il y en a de plus en plus, le prix au gramme diminue, ce qui démontre un petit peu les quantités astronomiques qui arrivent. C'est devenu une destination finale, hein, pour les trafiquants de drogue. Et puis voilà, on voit même le nombre de signés à la Croix-Bleue, hein, où en majorité, il y a l'ice qui est mis dedans. Donc c'est assez alarmant, ça touche Tahiti, ça touche toutes les îles, hein, de la Polynésie française. Et il faut rester très vigilant, hein. La Croix-Bleue que tu viens de citer, est-ce que ça a été un des outils que tu as utilisé justement, Charles? Oh oui, oh oui. Par mon passé, j'étais quelqu'un qui fumait beaucoup la cigarette, hein.
Et je suis allé voir Père Christophe, il y a plus de 25 ans de ça. J'ai dit, Père, je veux signer la Croix Bleue, quoi. Tu vois? Mhm. Après, il me fait 6 mois. Il dit non, 20 ans. Il m'a regardé, il était étonné de savoir que je voulais signer 20 ans. Il pensait même pas que j'allais pouvoir arrêter. Et bien là, ça fait plus de 30 ans que je ne fume plus la cigarette. Ben, c'est grâce à la Croix Bleue. Mhm. Ouais. La Croix Bleue, moi, je pense que c'est une bonne chose aussi. Et Mona, est-ce que au-delà de la Croix Bleue, hein, puisque là on parle de foi, que ce soit en une religion ou même en soi-même, est-ce que toi, tu as aussi vécu une addiction et comment est-ce que tu as réussi à pouvoir t'en sortir finalement? Alors oui, j'ai vécu aussi l'addiction au Pacalolo, hein, Mhm. durant plusieurs années. Et la chance peut-être que j'ai eue, c'est que j'ai commencé à consommer tard dans ma vie, hein. J'étais en classe de terminale. Avant ça, j'étais sportif, j'étais dans le sport, ce qui m'a préservé justement de ces drogues-là. Mhm. Et j'ai vu ma descente, on va dire pas aux enfers, mais ma chute, hein, dans mes réussites, dans mes capacités à l'école. Donc j'ai eu mon bac de justesse, alors que j'étais très bon élève avant. J'ai raté mon BTS à cause parce que je consommais toujours à cette époque-là. Et puis, dans mon travail, ben, je consommais. Il y a eu beaucoup de défaillances, d'oubli, de manque de concentration. Et comme je suis aussi dans l'associatif, hein, dans les activités associatives et dans la politique, je fais beaucoup de choses en même temps. Et il y a eu des moments où j'étais conscient que j'avais pas la tête. Je planais un peu, j'avais du mal à me concentrer sur mes objectifs. Mhm. Et c'est ça qui m'a permis aussi de faire des pauses, des temps d'arrêt. Par exemple, pour la politique, lorsqu'on entrait en campagne ou quoi, ben, j'avais besoin de ma tête parce qu'on s'adressait quand même au public et tout. Et donc là, je me forçais à me faire des pauses. Et donc, j'ai commencé, j'ai pas arrêté du jour au lendemain, hein. J'ai fait des pauses de 2 3 mois. Ensuite, j'ai rechuté. Je me suis rendu compte. J'ai continué à faire des projets. Donc, j'ai fait des pauses de 6 mois jusqu'à aller jusqu'à des pauses de 1 an et demi. Et pendant ces pauses-là, j'ai pu comparer. J'ai pu comparer l'état à jeun, l'état sans drogue dans ta vie, et lors des rechutes, ben, me rendre compte de mon état lorsque je suis dans l'addiction, dans Mhm. l'état de la drogue. Et j'ai pu comparer les deux états et ça m'a donné ben, à prendre la décision que c'est mieux quand même l'état à jeun. C'est cette comparaison Cette finalement qui a été un comparaison déclic. qui m'a fait le déclic et qui a fait que j'ai pris une décision définitive. Alors on peut voir que là, on parle beaucoup de finalement de volonté, mais ce sont des cas qui ne sont pas forcément classiques, je reprends ce terme-là, puisque la volonté, ce n'est pas tout, je suppose, dans l'addiction. Non, c'est pas tout. C'est pas tout parce que le produit en tant que tel, déjà, est très addictif. C'est-à-dire Mhm. que la méthamphétamine, l'ice, c'est un produit très addictif, très puissant. Voilà, c'est pas pareil que le paca, que le LSD, que l'alcool, que le tabac. Chaque substance va avoir un effet un peu différent sur le cerveau et ça, on le maîtrise pas. Mhm. Tout le versant psychologique et social, par contre, là, ça va dépendre un petit peu bah, de la volonté de la personne en pratique et puis de son accompagnement. Plus une personne est accompagnée pardon, dans son changement de consommation, plus les chances de réussite augmentent. Mais ce qui est important là, dans les deux histoires, hein, c'est qu'à la fois quand tu étais au cachot Charles et puis à la fois quand tu t'es rendu compte que les résultats scolaires bah, chutaient, il y a quand même cette prise de conscience et c'est surtout ça qui est le premier pas. C'est de se dire, ok, il y a un problème, et puis ensuite, la personne généralement arrive soit à demander de l'aide, soit à signer, soit à prendre, à taper, à prendre sur elle pour y arriver. Mais c'est le premier point, c'est la prise de conscience. Et c'est pour ça que l'émission comme aujourd'hui est importante, hein. C'est pour que les gens qui nous regardent, peut-être certains, prennent conscience de leur conso. Est-ce qu'il y a d'autres outils que l'on peut utiliser pour justement enlever ou en tout cas diminuer ces addictions? Par exemple, il y a le CPSA hein, qui propose plusieurs choses, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut, si on a une addiction, pourquoi pas pour bien commencer l'année, est-ce qu'il y a des outils, des moyens qui sont à disposition? Alors, ça va dépendre un petit peu des substances, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut retarder la première prise au maximum. Donc, c'est-à-dire que si vous fumez, bah, essayez de fumer la cigarette le plus tard possible de la journée, le paquet le plus tard possible, l'alcool le plus tard possible, pour éviter que ça prenne toute la journée. Voilà, si les gens qui fument le paquet le matin, bah, en fait, après, ils ont moins de motivation, ils font moins de choses, c'est plus compliqué. Donc, retarder la première prise, premier point. Quand on prend de l'alcool, bah, essayez d'alterner un verre d'eau, un verre d'alcool.
ou essayer de prendre des bières sans alcool, ça existe sur le territoire, ou du vin sans alcool, ou du sirop de tel ou tel truc, hein. Ça peut aider. Et puis après, surtout, c'est essayer de privilégier les copains qui consomment pas. Mhm. Voilà, parce que c'est toujours plus facile de pas fumer quand tous nos copains fument pas autour et que chacun joue au foot, plutôt que de pas fumer quand il y a la pipette qui tourne. Et puis quelque chose qui est important aussi, c'est le rapport entre le côté psychologique et l'addiction. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, je le disais tout à l'heure, il y a un côté du coup biologique, donc le corps qui est très important dans la mise en place de l'addiction, le circuit de la récompense. Et puis il y a un côté psychologique qui va faire qu'on va ou pas basculer. C'est notre vécu, c'est les possibles traumatismes qu'on a pu avoir, c'est les croyances qu'on peut avoir. Charles le disait bien, voilà, quand on croit en Dieu, quand on croit voilà, à l'aide qu'il peut nous apporter, on est quand même un peu plus aidé que si on ne croit pas. Puis les croyances qu'on a sur nous-mêmes, hein. Parfois, il y a des gens qui se disent je suis nul, j'y arriverai jamais. C'est sûr que cette dévalorisation-là n'aide pas à s'en sortir. C'est tout l'intérêt de l'accompagnement psychothérapeutique qu'on propose au CPSA, hein, et qui est gratuit. C'est de retravailler un petit peu l'enfance, de retravailler un peu le vécu, de travailler la gestion des émotions. Comment tu fais face à des situations qui te mettent en colère, qui te rendent très triste. Parce que quand tu es en colère ou quand tu es très triste, très souvent, comme par hasard, il y a du paca ou de l'alcool qui est pas loin et les gens sont tentés de tomber dedans. Donc la gestion des émotions est très importante aussi. Je vois que de l'autre côté, et Moana, tu réagissais beaucoup à ce que disait Toté Bourdoncle. Ça te parle? Oui, oui. Je remercie d'ailleurs le CPSA d'être présent sur ce plateau, hein, parce que depuis ce qui m'est arrivé, j'ai été contacté par des familles aussi qui vivaient des situations difficiles, qui ne s'en sortaient plus. Et j'avais pas d'autre solution que de les orienter vers la. Bon, je ne connaissais pas le CPSA, hein, j'étais toujours sur la CCSAT, hein, à l'époque, qui est devenue CPSA, d'après ce qu'on me dit, hein. Et donc, j'avais une brochure où il y avait le numéro de la CCSAT, et puis j'avais pas d'autre solution que d'orienter cette famille vers la CCSAT. Et c'est pour m'assurer de l'orientation, j'ai appelé moi la CCSAT, et donc elle m'a expliqué ce que c'était, et puis d'orienter cette famille vers eux directement au lieu de passer par moi en étant intermédiaire. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai voulu savoir ensuite par la suite si ça avait porté ses fruits. Et effectivement, ça a porté ses fruits. La victime a accepté d'y aller, et ça va mieux, et puis voilà, ils remontent à la surface, quoi. Et je vous félicite, hein. Pour ceux et celles qui chercheraient ce numéro du CPSA, on le remettra à la fin de l'émission. Mais déjà, c'est le 40 46 00 67. N'hésitez pas à contacter le CPSA si vous êtes dans des situations similaires. Est-ce que finalement, même le rapport familial, les amis, l'environnement social, Charles, ça peut aussi jouer dans la prise d'addiction, dans le début, mais aussi dans la fin de cette addiction? Oui, ça peut toucher aussi, hein. Toutes les familles, les amis aussi, tout ça, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que tu es référent de ton quartier, c'est pour éviter que ça touche encore plus le quartier dans lequel tu vis. Exact. Est-ce que tu peux nous raconter toutes les actions que tu fais justement dans ce sens? Dans mon quartier, parce que d'abord, il fallait que je me soigne moi d'abord, hein. Et quand j'ai vu qu'est-ce que ça a apporté, cette addiction-là, la ice, je parle plutôt de la ice. Même le cannabis, il y a plein qui disent que le cannabis, ça va. Et on démarre de là pour finir après à la drogue dure, comme tant est dit. Hein, c'est exactement ce qui s'est passé, hein. On veut toujours toucher plus fort, on voit plus encore. Et quand j'ai vu qu'est-ce que ça m'a apporté, que ça a apporté dans mon foyer, je me suis dit le jour, je vais arrêter tout ça. Et je vais mettre en place cette action-là, hein. Et j'ai vu que je pouvais compter que sur moi-même. Et je ne te cache pas que ça fait 12 ans que je travaille dans mon quartier, que je sensibilise plutôt la plupart des jeunes, tout ça. Et qu'on a monté une association, hein, pour justement qu'il y ait cette prévention-là dans mon quartier. Que ce quartier-là, qui ne sera pas un quartier comme je l'ai connu au début, hein. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis fier de dire que tolérance zéro le ice dans mon quartier. Ce qui est intéressant dans le discours que tu as dit, c'est que tu ne peux pas aider les autres finalement si toi-même tu ne t'es pas aidé, si toi-même tu n'as pas arrêté. Mais comment est-ce qu'on fait pour éviter la rechute? Est-ce qu'il n'y a pas eu de tentation depuis que tu as arrêté? Non, du tout. Quand ça vient du très haut, il te retire carrément tout ça. Moi, j'ai vu que j'ai été soigné par notre Père Céleste, parce que le jour, comme je te disais, quand j'étais en cellule, j'ai mis mes genoux en terre, j'ai demandé à notre Père Céleste, du fond de mon cœur, de me sortir de là.
Là, j'avais vraiment touché le fond. Hein. Et qu'est-ce qui me fait dire que m'a retiré toute cette envie-là? Parce que je suis quelqu'un qui consomme beaucoup, tous les jours. Tous les jours, il me fallait ma dose, tous les jours. Que ce soit le paca, que ce soit la ice, tout ça. Il me fallait cette consommation-là. Et pendant une semaine, je voyais que il n'y avait rien. Je n'avais pas besoin de prendre tout ça. Et je savais que c'est lui qui m'a retiré tout ça. Et c'est comme ça que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais que je dois prendre les deux bons. Maintenant, en faisant ça dans mon quartier, ça me permettait moi aussi de me soigner après. Tu vois? Le fait d'apporter ce bien-là et de dire à tous ces jeunes-là, mais maman, c'est maintenant qu'il faut arrêter tout ça. Ça me permettait aussi, moi, de me tenir correct aussi. Et par la force des choses, ben voilà, aujourd'hui, je ne suis jamais retombé dedans tout ça. Alors, Oui. mis à part la foi, Toté Bourdoncle, est-ce qu'il y a des petits tips pour éviter de rechuter? Je prends un exemple concret que j'ai pu voir dans un témoignage. Quelqu'un qui était addict au vin avait une habitude, tous les soirs, il buvait du vin. Finalement, pour pouvoir se sevrer, a commencé à boire du sirop de raisin. Voilà, pour changer son habitude et éviter de prendre de l'alcool. Est-ce qu'il y a des tips comme ça qui peuvent aider? Oui, bien sûr. Alors, le premier point, c'est que la rechute arrive parfois. Ça fait partie de la maladie et dès qu'on rechute, bah, on augmente notre chance de réussite. Tu le décrivais très bien tout à l'heure, hein, tu sais, pour le PACA, bah, au départ c'était 3 semaines, puis après c'était 2 mois, puis après c'était 1 an et demi. Donc quelque part, à chaque fois, on apprend quelque chose et on se rend compte que dans telle situation, bah, c'est un petit peu à risque, donc vaut mieux que j'évite. Le sirop, c'est une très bonne idée parce que, bon, quelque part, on garde l'addiction comportementale de boire un liquide avec une certaine couleur. Donc ça peut nous aider à passer le cap. Le type le plus commun, c'est de boire un énorme verre d'eau. Voilà, un bon grand verre d'eau, quand on a une envie de fumer, en fait, ça va remplir, ça va dénouer un petit peu la gorge et ça peut nous faire passer le cap. L'envie, il faut imaginer que c'est comme une vague qui arrive, qui va atteindre son pic, et puis après, ouf, qui se casse et qui s'éloigne. Il faut juste passer ce creux de la vague quelque part, surfer un peu dessus pour aller mieux. Il y a des exercices de respiration qui existent en ligne. En parler, parfois suffit. Juste appeler un ami et dire oula, j'ai envie de craquer là. Donc rendre un peu cette envie de consommer réelle, et ben l'ami va probablement nous dire bah non, on craque pas. Et parfois il nous faut juste ce petit coup de pouce pour passer le cap. L'envie dure jamais très longtemps, il faut juste tenir les quelques minutes désagréables. Comment est-ce qu'on prévient ces addictions? Donc là, on a parlé de rechute, mais comment est-ce qu'on fait pour prévenir ces addictions et éviter que des jeunes ou moins jeunes commencent la première prise? Et Moana, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes, au public? Déjà, pour prévenir hein, de la rechute, c'est de s'occuper. Donc, moi, c'est ce qui m'a permis de ne pas rechuter. Mets-toi bien devant le micro, excuse-moi, on a du mal à t'entendre. C'est de beaucoup s'occuper. Hein. Et c'est vrai que la tentation revient de temps en temps. Hein. On m'a donné une image, c'est comme le steak frites. Hein. Quand on aime le steak frites et qu'on te dit du jour au lendemain de ne plus en manger, ben oui, ok, je fais l'effort, mais il y a des fois où ce goût-là revient et la tentation revient. Hein. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Et ça m'est arrivé aussi d'être tenté. Hein. Il suffit d'une pensée qui passe par là, et puis tu ressens les effets de cette pensée, et puis tu as envie. Et des fois, à ce moment-là, le Vini sonne, c'est un copain qui t'appelle, et puis tac. Et puis voilà, le moment de cette pensée-là, de cette envie passe. Et puis quand tu raccroches, ça y est, c'est passé. Oui, comme toi, Bourdon Voilà. te disait finalement. Donc, oui, je rejoins tout à fait ce qu'il dit. Hein. C'est de s'occuper. Et puis, je pense aussi que la famille a beaucoup à jouer dans ce rôle-là. Hein. L'encadrement de la famille, hein, de la proximité, d'être bien encadré. C'est un rôle fondamental aussi. Hein. Tendre la main à sa famille si on voit qu'il y a une addiction, quelle qu'elle soit. Ne pas le laisser seul dans son état, hein, dans sa situation. Et si jamais vous avez besoin d'aide, comme on le disait en plein milieu d'émission, n'oubliez pas que vous avez le CPSA qui est à votre disposition. Donc toi, Bourdon, tu nous disais que les soins sont gratuits. On peut vous contacter gratuitement? Les soins sont gratuits, il n'y a pas d'avance de frais, il n'y a pas de feuille bleue, c'est anonyme. On fait des consultations individuelles, on fait aussi des groupes de parole pour la gestion des émotions, des groupes motivationnels, des groupes de marche. On fait également des groupes de parole pour les parents, pour les proches.
le dernier jeudi de chaque mois. Il suffit d'appeler et de s'inscrire. On essaie d'être le plus accessible possible et tout en gardant le plus de bienveillance possible. Voilà, vous pouvez vous renseigner directement sur le site service-public.pf/dsp pour la direction de la santé publique. Et vous avez aussi la page Facebook du CPSA, le Centre de prévention et de soins des addictions CPSA. Vous pouvez les contacter directement dessus. Il y a d'ailleurs leur numéro de téléphone disponible sur leur page. Je le répète, 40 46 00 67, n'hésitez pas à les contacter. Et puis, Faitoito, si vous êtes dans ce combat d'arrêt de vos différentes addictions, que ce soit alcool, cigarettes, ice ou Pakalelo. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci. C'est la fin de notre émission, les amis. On se retrouve demain, 17h, comme d'habitude. À 18h, vous avez votre VATT. Maururu itotato farerera, trahoma, yarana.